Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais essayer de faire une vidéo sur la méthode, c'est-à-dire comment créer un répertoire d'ouverture et comment l'approfondir surtout. Donc pour ça, ça demande beaucoup de temps évidemment, mais il s'agit de le faire avec de la méthode. L'idée c'est de ne pas seulement travailler sur l'ouverture, mais d'explorer à chaque fois des parties complètes, donc de se faire un catalogue des parties les plus récentes sur une ouverture en particulier qui nous intéresse. Hein. C'est seulement comme ça qu'on pourra essayer de comprendre les plans, hein, puisque toutes les ouvertures ne sont pas forcément traitées dans des livres. Et comme on n'a pas les explications, c'est à nous un petit peu de creuser, de savoir un petit peu pourquoi tel ou tel coup plutôt qu'un autre, etc. Et on peut évidemment travailler aussi avec des vidéos qu'on trouve sur Internet. Le problème des vidéos sur Internet, c'est que tout le monde les voit, y compris nos adversaires possibles. Donc c'est bien d'avoir des préparations maison, c'est-à-dire des choses qu'on travaille soi-même, et des petites variantes qu'on déniche soi-même. Hein. Donc je dis petites variantes parce que justement, euh, dans un livre récent de John Noon, Les secrets de l'efficacité aux échecs, l'auteur déconseille de jouer les grandes lignes jusqu'au bout. Il dit qu'il faut quand même à un moment donné bifurquer pour éviter les préparations. Hein. Justement, c'est mieux d'être le premier à surprendre l'adversaire, parce que si c'est l'adversaire qui vous surprend en premier, évidemment, ce ne sera pas très agréable. Donc, il faut trouver le bon moment pour bifurquer, c'est-à-dire sortir des chemins balisés. On le voit d'ailleurs au plus haut niveau. Hein. Dans les préparations, souvent les joueurs arrivés au 10e coup, ou même un peu avant, sortent des grandes lignes et jouent une nouveauté. Ou en tout cas une ligne très très secondaire. Donc on va regarder ça, comment ça se concrétise avec une variante précise, hein, un exemple précis, variante contre la française qui s'appelle la variante Tarrasch, puisque j'ai travaillé là-dessus il n'y a pas longtemps, donc j'ai été amené à faire ça justement. Parce que j'ai un livre sur cette ouverture. Et à un moment donné, ce livre ne me plaisait plus. Donc je montre directement la position de départ. Le but ici, c'est pas de faire un travail sur l'ouverture. C'est un travail de méthode, donc je ne vais pas expliquer l'ouverture. C'est pas le but. Donc, prise D4, F6 pour faire sauter le 5. Donc prise de F6, cavalier prend F6, cavalier F3 pour libérer le fou, contrôler les cases centrales. Fou D6 pour se développer sur la case la plus active, petit roc. Et ici, donc on a plein de possibilités, mais Dame C7 est la grande variante. Donc ici, dans le livre que j'avais utilisé, il conseillait fou G5 avec 59% de résultats pour les blancs. Hein. Donc le pourcentage qui est ici, dans cette colonne-là, c'est le résultat pour les blancs, quel que soit le trait. Hein. Même si quand c'est le coup des noirs, eh ben, le pourcentage correspond de toute façon au score des blancs. Et fou G5, en fait, aboutit à des positions où les noirs arrivent à s'en sortir. L'idée de fou G5, en fait, c'est que après, par exemple, petit roc, qui est le coup majoritaire ici, eh bien, on va jouer par exemple fou H4 pour ensuite venir en G3, échanger le fou de case noire, et du coup, on aura un meilleur contrôle de la case 5 une fois que ce fou aura disparu. Bien. Là-dessus, les noirs peuvent se tromper et rentrer dans des variantes où les blancs ont 66%, 69%, 75%, 75%. Donc il y a plein d'erreurs possibles pour les noirs ici. L'erreur dans le sens où on laisserait le plan des blancs s'exécuter. Mais il y a un coup quand même qui fait baisser ce pourcentage à 58%. Donc après cavalier H5, les blancs n'ont que 58% de gain. C'est la meilleure ligne en fait. Et du coup, si on joue fou G3, évidemment ça donne l'avantage aux blancs puisqu'on va prendre la paire de fou tout simplement. Et notre fou contrôlera bien la case de 5. Voyons voir ce qui se passe sur Dame C2. Donc on va essayer de comprendre d'abord la ligne principale justement. Hein. Parce qu'après la ligne secondaire justement, on va l'adopter parce qu'elle présentera des avantages par rapport à la ligne principale. Donc il faut déjà analyser la ligne principale au moins rapidement. Donc Dame C2, l'idée c'est de clouer le cavalier et de taper sur H7. Donc ici, Roi H8 a l'air déjà intéressant, hein, puisqu'on obtient 50%, mais c'est que sur deux parties. Donc le nombre de parties, il apparaît ici, n'est pas représentatif. Hein, donc c'est les parties à haut niveau en tout cas, hein, parce que les parties d'amateurs, évidemment, il y en aurait beaucoup plus. Il n'y a que les parties de très haut niveau qui sont représentées ici. H6, et on peut continuer l'analyse si on veut, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme problème dans cette variante. Hein. Fou H7, Roi H8 et Fou G6 par exemple. On a gagné un temps et du coup maintenant on se rend compte qu'il y a effectivement tour prend F3 qui est un thème classique dans la française, hein, tour prend F3 avec démolition du roc et surtout disparition du cavalier qui voulait venir en E5. Donc après évidemment après G prend F3, si on accepte les qualités, il y a fou prend H2. Et on estime ici qu'il y a de la compensation puisque les blancs, après Roi G2, donc il y a Roi G2, cavalier F4, cavalier prend F4,
dame prend F4, eh bien les blancs ne sont plus qu'à 38%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de compensation. Et si on creuse un petit peu, on se rend vite compte. Hein. Pourquoi? Parce que le cavalier va pouvoir prendre en D4 et parce qu'on va pouvoir jouer E5 et libérer le fou de case blanche avec une grosse attaque sur le roi. Donc cette variante-là, elle est objectivement, elle peut être égale, on peut dire elle peut être égale, puisqu'on se rend compte ici, l'évaluation de l'ordi donne 0,10, 0,20, bon, ok, mais c'est pas agréable à jouer. Donc, quand on voit ça, qui est une des variantes possibles, hein, mais à chaque fois, le thème qui nous embête ici, c'est le sacrifice de qualité, en fait, suivi de fou prend H2. Donc, quand on revient à l'embranchement, on est embêté, on essaie de trouver autre chose, du coup, un petit peu mieux. C'est pas fou G5, du coup, qui va nous attirer, qui va nous taper dans l'œil, c'est à ce moment-là un autre coup qui obtient 72% 72% de réussite, qui est H3 par exemple. Hein. Donc on regarde, H3 a l'air vraiment intéressant. En plus, ça a été joué par une moyenne elo de 2428, ça veut dire que c'est quand même pas des pimpins non plus, donc ça peut être intéressant. Je précise d'ailleurs au passage que si on veut en savoir plus, évidemment, il faut mettre la main au portefeuille et s'abonner. Marquer premium, donc s'abonner à ChessBase. C'est une possibilité, hein, mais on peut aussi travailler de manière économique. Alors du coup, le coup ici qui est le plus fort, dans les top moves, on va dire, dans les top coups, dans les coups qui sont le plus haut, c'est H3. Fou D2 ne revient pas assez souvent, on pourrait aussi creuser cette variante, hein, d'ailleurs, au passage. Cavalier G3 mériterait aussi de l'attention, mais il n'y a que 54%. B3, c'est 75%, mais il n'y a pas assez de parties représentées. Hein. Donc ici, le nombre de parties, c'est pas forcément le nombre de parties représentées, puisque 75% de une partie, c'est pas possible. Mais B3 ici n'apparaît pas assez souvent pour pouvoir vraiment être une variante fiable. En tout cas, le score 75% n'est pas représentatif puisqu'il y a trop peu de parties représentées. H3 par contre, ça vaut le coup de regarder. Donc H3, et on a ici toutes les parties avec H3 qui apparaissent à gauche. Donc on n'en a pas que 11, on en a plus. Et là on a 98 qui apparaît, donc c'est sans doute ce nombre-là qu'il faut retenir. Hein. C'est sans doute ça le nombre de parties. Donc H3 a l'air fort. On se rend compte pourquoi, parce qu'on a travaillé sur la vente principale. H3, tout simplement, eh bien, ça permet déjà, sur le futur sacrifice de qualité, de ne pas perdre le pion. Si jamais il y a tour F3, on ne perd pas le pion. Mais il y a autre chose. C'est que quand le pion est en H2 ici, on ne peut pas bouger le cavalier, sinon on perd le pion, qui est attaqué deux fois. Donc l'autre idée derrière H3, on le comprend tout de suite. Déjà, si on a regardé la vente principale, c'est qu'on va pouvoir bouger ce cavalier au bon moment. Déjà ça, on l'a compris. On pourra bouger ce cavalier au bon moment, et du coup, la tour ne pourra pas sacrifier dessus. Alors ça, déjà, pour ceux qui ont horreur de se prendre le sacrifice de qualité en F3, c'est bien. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut essayer de travailler. Et à partir de là, une fois qu'on a compris cette première idée, on va regarder les continuations d'abord, mais aussi les parties qui peuvent nous intéresser. Donc là, le coup le plus joué, c'est petit roc. Hein, ici, vous avez marqué cavalier H5, il y a marqué 0, donc ça veut dire que ça n'a pas été joué en partie encore. C'est juste une suggestion, parce que c'est une base de données qui est ouverte aussi au logiciel, vous voyez, Deep Fritz 14, Fritz 16, etc. Donc c'est les évaluations de l'ordi qui donnent que cavalier H5 comme le meilleur coup, ici. On comprend pourquoi, parce que ça contrôle bien les cases F4, G3, donc ça va empêcher les manœuvres de cavalier de fou pour plus tard, mais c'est pas un coup hyper naturel, puisqu'on n'a pas encore roqué, donc vraiment il n'y a que les adversaires très préparés qui vous le sortiront, et puis même ils obtiendront une position égale et sans plus. Ça ne nous empêchera d'ailleurs pas de continuer notre plan, vous allez voir. Donc quand on arrive dans une position comme ça, on peut continuer à regarder l'arbre, hein, donc ça en faisant petit roc, en regardant, hein, petit roc, etc. Et là, on commence à se pencher sur les parties. Et là, on a des parties récentes, Navarra, Michels par exemple, etc. Et on regarde les scores. Si on classe par année, donc en année décroissante, on se rend compte que les blancs gagnent souvent quand même sur cette ligne, déjà. Donc ça, c'est pas mal. 1-0, 1-demi, 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 1-0, 1-0, 1-demi, 1-0, 0-1. Ah, bon, d'accord. Mais 2018, c'est une bonne année pour les blancs sur cette variante-là. Voilà. Donc après, on essaie de trouver, de regarder ces parties, justement, on se les enregistre. Alors on ne peut pas les enregistrer ici parce qu'il faut être abonné, mais moi ce que je fais c'est une capture d'écran des coups, hein, tout simplement, et je les rejoue sur mon échiquier et je les rentre sur ChessBase si ça vaut le coup. Si la partie est un petit peu ancienne, si elle n'est pas de 2018 mais 2016-2017, je peux la retrouver dans ma base, tout simplement, puisque j'ai ChessBase. Donc je peux la retrouver dans ma base. Voilà, et je fais un recueil en fait, j'explore, je regarde les parties qui me semblent les plus intéressantes. Je peux même un petit peu continuer pour voir quel est le meilleur coup encore.
Ici, le meilleur plan, ça a l'air d'être fou 3, donc on continue, fou 3, et ainsi de suite. Donc je fais un recueil de parties que j'enregistre. Et je travaille sur toutes ces parties-là, en fait. Donc, par exemple, la partie Navarra-Michels, que j'ai prise comme exemple dans une vidéo sur cette variante-là. Je l'ai choisie parce que Navarra, c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde qui a joué cette variante, 2729. On évite de prendre des maîtres seulement, des grands maîtres c'est mieux. Des top grands maîtres c'est encore mieux. Donc si on classe par Elo croissant, on se rend compte qu'il y a Michael Adams aussi qui a joué contre Arika. Donc ça vaut le coup de regarder aussi sa partie Adams. Donc allons-y, on peut regarder fou3, fou d7, tour 1. Et on essaie de comprendre à chaque fois les coups. Pourquoi tour 1 ici? Donc tour 1, en explorant un petit peu, on se rend compte que ça fait pression indirectement sur E6 pour plus tard, que le cavalier va venir en G5 dans certains cas pour taper sur E6, qui aura un contrôle indirect de la case E5. On va combiner ça avec une tour en C1 qui va clouer le cavalier. Donc si on regarde les parties, on comprend tout ça. À un moment donné, il faut être capable d'analyser soi-même les parties. Et en parallèle, il y aura une attaque sur le roc. Donc j'ai fait une vidéo sur la partie Navarra-Michels. Et donc cette partie, je l'ai sélectionnée dans mes exemples et ça donne ça. Vous voyez, donc sur Chessbase, j'ai récupéré cette partie qui a été jouée Tata Style 2015 et je l'ai commentée, en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour progresser de manière générale. Voilà. C'est comme ça qu'on peut travailler tout seul sur ses ouvertures préférées. Donc voilà comment on peut procéder. Une fois qu'on a fait notre bibliothèque, on peut dire à peu près, allez, par ouverture, il faudrait obtenir au moins une dizaine de parties quand même pour que ce soit sérieux. Eh bien, c'est à nous de les commenter en fait sur Chessbase. Donc, par exemple, voilà, ici, j'en ai 7. J'ai d'autres variantes aussi que j'ai obtenues de la même manière. Donc, sur la française, je vais vous montrer après. Mais en tout cas, la partie doit être vraiment travaillée en entier, analysée en entier. Voilà, ça donne ça. Il faut donner des plans. Il faut expliquer, il faut écrire en fait, il faut écrire les plans, c'est comme ça que je fais moi. Pas juste de variante en fait, pas de variante aride, ça sert à rien. Alors revenons à notre site internet de Chessbase, on va maintenant regarder une autre ligne possible qui est au lieu de cavalier prend F6, dame prend F6. Je vais essayer de donner un autre exemple. Dame prend F6, après dame prend F6, donc dame cavalier F3 qui est normal, c'est pas ici qu'il faut dévier, et ici le meilleur coup c'est H6, le coup fou D6 semble populaire aussi, donc sur fou D6 il faut avoir quelque chose en réserve. Après fou G6, petit roc, fou G5, la vente principale, on va essayer de dévier encore une fois, mais même pas tout de suite, enfin on pourrait dévier tout de suite, c'est à vous de voir, mais on va regarder, il faut que j'essaie un petit peu ce qu'il y a après. Dame F7 et fou H4 pour menacer G5 et gagner le pion. Et donc ici, E5 a un fort pourcentage pour les noirs, donc c'est embêtant, on va se dire, mince, E5 a l'air fort. Donc il faut soit renoncer à cette ligne avec les blancs, mais bon, ça semble un peu tôt quand même, il faut essayer de voir pourquoi E5 est fort ici. Donc on regarde, E5, et on se rend compte que sur cavalier G5, il y a encore 40%, donc il faut essayer de regarder pourquoi. On se rend compte qu'il y a quand même une forte activité avec E5, D5 qui sont poussés. Cavalier G5, attaque la dame, dame F6, admettons, on peut regarder les autres variantes, mais c'est pas l'objet ici. Et ici, on a une bonne surprise. Alors, on a une bonne surprise. Déjà, on se rend compte que les blancs ne prennent pas en H7, donc il faut se demander pourquoi. C'est comme ça qu'on travaille, il faut essayer de se demander tout seul pourquoi ça marche pas, sans utiliser l'ordi. Les grands maîtres ne prennent plus en H7. Ils le faisaient avant apparemment, mais ça se fait plus. Donc ça je le sais parce que je l'ai vu dans le livre. Et on a un coup qui fait 100%, c'est F4. Donc forcément, ce coup-là ressemble presque à une réfutation. En plus, une moyenne Elo énorme. Donc on y va, on va regarder F4. Que s'est-il passé? F4, et là on a une dizaine de parties, un peu plus, de haut niveau qui apparaissent. Donc c'est pas 100%, c'est pas possible. C'est 100% sur E prend F4, je crois. Voilà, parce que ici, voilà, c'est ça, 100% sur une seule partie. Si on veut rechercher la position, à partir de là, il faut faire chercher l'échiquier ici. Chercher l'échiquier de cette position, et normalement, ça va nous donner la liste des parties. Je dis normalement, parce que des fois, comme c'est la formule gratuite, ça marche pas toujours.
Donc en tout cas, F4, c'est le coup le plus fort de la position, manifestement. Donc là, il faut se demander pourquoi. Et quand on regarde l'évaluation des logiciels, 0,58, 0,67, 0,67, ça veut dire que quel que soit le coup des noirs, on a forcément l'avantage avec les blancs. Vous voyez, donc il faut se demander pourquoi. Là, l'explication, elle est assez simple finalement. C'est qu'on va forcément avoir un pion qui va contrôler cette case-là. Et donc les blancs ne vont pas, les noirs, pardon, ne vont pas pouvoir s'activer ici. Donc du coup, on a de nouveau une deuxième ligne, quelque part, qui est résolue, avec F4, qui est le coup le plus fort de la position. Donc on a encore une fois trouvé une ligne secondaire, finalement, qui est forte. Bon, après, il faut travailler comme ça sur toutes les lignes, hein, donc ça demande beaucoup de temps, et puis de patience, mais en tout cas de la méthode. Voilà, donc ça sera tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous sera utile. Mais encore une fois, donc travaillez bien en relation avec les parties complètes parce que les thèmes sont aussi importants que les phases tactiques, hein. Les thèmes stratégiques ne se comprennent que si on regarde la partie entière.